Bonjour à tous, c'est Rémi pour cet essai politique intitulé Une terre, un peuple, un roi. Nous arrivons au titre numéro 6 qui a pour but de vous présenter la nouvelle organisation du pouvoir. Alors qu'est-ce que c'est la nouvelle organisation du pouvoir? C'est la grande réforme du système de gouvernance. Euh, alors, tout n'est pas à jeter à la poubelle, évidemment. Ce qu'il faut, c'est garder une partie de la structure existante. C'est normal, hein, si on veut une monarchie dite constitutionnelle ou dite républicaine, c'est parce que on garde l'Assemblée nationale. Voilà. Donc c'est le principe de monarchie républicaine ou monarchie constitutionnelle à la française, c'est le principe que on garde une Assemblée nationale, évidemment, qui fait les lois, qui vote des lois, qui fait des propositions de loi, dans un premier temps. Mais surtout, ce qu'il faut changer, c'est ce qui la compose. Voilà, et c'est ça le point clé, l'élément majeur de cette réforme du système politique français. On va détailler après, bien sûr, mais le point clé, je vous le dis tout de suite, c'est la réforme et la refonte globale de l'Assemblée nationale, où le but est de remplacer le député politique, politisé, intégrant un parti politique, donc choisi par son parti ou coopté par son parti pour être sur les élections. Ainsi, le peuple vote encore une fois pour quelqu'un qu'on a désigné pour lui. Et on remplace ça par des simples, entre guillemets, des simples citoyens issus de toutes les couches de la société, tirés au sort sur une base de volontariat. Voilà, c'est pour ça que plus tard j'explique qu'il faut dans les priorités définir d'un logiciel, en tout cas d'un algorithme qui nous permette de sélectionner au hasard, de tirer au sort, en respectant certains critères, de tirer au sort des citoyens qui seront volontaires pour faire partie de cette Assemblée nationale pour des mandats de 5 ou 7 ans non renouvelables. Voilà. Mais on en reparlera plus en détail plus tard. Donc en fait, déjà, avant de parler de grandes réformes, il faut faire un petit peu le bilan, un bilan succinct mais évident du système politique français. Voilà. Donc c'est vrai qu'à ce jour, la situation politique du pays est quand même déplorable. Hein. On frise quand même la maternelle. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a énormément de dysfonctionnements, énormément de trahison, la corruption, du copinage, et j'en passe et autres magouilles, qui font que le système politique et nos politiciens se sont aujourd'hui complètement décrédibilisés. Voilà, je ne vais pas reprendre un par un, une par une, toutes les affaires qui se succèdent depuis des décennies sur nos soi-disant élites politiques. Mais bon, ça fait pleurer, à la fois de honte et en même temps de rire, tellement ça devient risible. Hein. Et tellement ça devient terrible aussi, parce que les conséquences de ça, c'est qu'on a des gens qui sont complètement remasterisés dans un but précis, puisqu'ils en réalité, ils sont tous divisés sur le papier, mais ils sont tous d'accord sur le fond pour trahir la France. Voilà. Et même quand ils ont des moyens légaux, par la Constitution, de proposer la destitution du président ou de mettre de mettre entre guillemets des vétos sur des lois, ils ne le font pas. Voilà, ils ne le font pas et ils font ce qui les arrange en fait. Et ils sont soumis au pouvoir. Ils font semblant de ne pas l'être, mais ils sont soumis au pouvoir. Voilà. Le débat politique aujourd'hui, comme on dit, la scène, ce qu'on appelle la scène politique, c'est devenu un immense théâtre en fait où chacun un coup l'un un coup l'autre se met en lumière. Voilà, en ce moment, voilà, le sujet du moment c'est ça. Donc voilà, donc le Rassemblement national, tel item, tel sujet, ce sera ton cheval de bataille. La gauche ou la soi-disant gauche, ce sera tel cheval de bataille, tel sujet. Alors qu'en réalité, quand on réfléchit bien, le simple citoyen, lui, il s'en fout. Parce que pour certains sujets, il va avoir plutôt des penchants à gauche, et pour d'autres sujets, des raisonnements plutôt qui vont à droite. Ça dépend vraiment des sujets, ça dépend vraiment de la situation de chacun.
Donc tout ça, c'est un peu surfait, en fait. Les partis politiques, ils nous ont vraiment mis dans des boîtes idéologiques, dans des boîtes un peu systémiques, où bah, si je pense que l'immigration, c'est pas bien, bah, forcément, je suis quelqu'un d'extrême droite. Voilà. Par contre, si je suis syndicaliste, alors c'est un peu cliché ce que je vais vous dire, évidemment, mais voilà, je suis syndicaliste, j'ai une pensée plutôt ouvrière, de combat pour la défense des ouvriers, etc. Bon, bah, je suis plutôt un mec de gauche. Voilà, ils aiment bien nous mettre dans des boîtes. Alors qu'on peut très bien avoir, on peut être entre guillemets socialement plutôt de gauche pour tout ce qui est social, et néanmoins pour tout ce qui est et garder un côté respect des traditions, un côté un peu libéral, bien entendu, ou avoir un problème pour X raisons, avoir un problème avec la migration, avec l'immigration, ou une immigration sélectionnée, ou une immigration massive, ou pas, qui sont plutôt des sujets de droite. Voilà. Je pense que la plupart des Français sont normaux et qui sont en vrai, ils sont ni de gauche ni de droite. C'est simplement que quand il y arrive quand il arrive des grandes échéances où il faut voter, et on ne nous donne pas le choix de voter pour un candidat soit de gauche, soit de droite. Et le second tour est fait pour ça, en fait. Voilà, pour parler du second tour et des petites magouilles qui sont légales, parce que ces gens-là ont réussi quand même à rendre des magouilles qui étaient illégales hier, bah aujourd'hui elles sont légales. Voilà, tout simplement. Donc, quand on arrive au deuxième tour, c'est toujours pareil. Il se passe toujours les mêmes choses. Pour ceux qui croient que le Rassemblement national, une fois au pouvoir, si jamais il arrive un jour au pouvoir, va faire quelque chose, il ne pourra rien changer. Il ne fera rien. Il y a, allez, sur 100% de chance, il reste 1% que si ces gens-là arrivent au pouvoir, retournent leur veste et aillent dans le sens du peuple. Mais ça voudrait dire qu'en amont, ils ont trahi tous ceux qui les ont mis là. Et tous ceux qui ont fait vous savez, que le Front National au départ de Jean-Marie, quand il est devenu le Rassemblement National de Marine, il y a eu quand même, il y a eu des pots cassés, il y a eu des gens qui ont été un petit peu virés à droite à gauche, il a fallu mettre beaucoup de, comment dire, beaucoup d'eau dans le vin pour assouplir ce parti, pour qu'il soit un peu plus, qu'il ait l'air un peu moins extrême, etc., etc. Ça s'est fait. Et au résultat, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit qu'au deuxième tour, Marine se couche. Marine se couche. Deux fois, voilà. Donc pour ceux qui croient encore que le Rassemblement national est la solution, vous allez tomber de haut. Tout ça est programmé de toute façon. Tout ça est prévu. Voilà, Monsieur Bardella, certains estiment que c'est Macron 2.0, mais version plus à droite. Hein. Il a une couleur politique. Vous savez, vous pouvez changer une voiture de couleur. Hein, le moteur dedans est le même. Hein, voilà. Donc, et ces gens-là, encore une fois, vont remercier ceux qui les ont mis là. Donc désolé pour ceux qui pensent encore que le clivage droite-gauche existe encore et que nos élites politiques sont honnêtes. En vue des résultats qu'on a aujourd'hui en termes politiques, sur les décisions qu'ils prennent, et surtout sur les décisions qu'ils pourraient prendre et qu'ils ne prennent pas, je suis désolé de dire que c'est foutu. Voilà, on ne peut plus compter sur eux. Donc c'est quand même, il est quand même évident quand même que, je dénonce pas toute l'Assemblée nationale actuelle, hein, peut-être qu'il y a des gens qui pensent bien faire les choses, parce qu'eux-mêmes sont endoctrinés dans un système où ils pensent qu'ils ont... vous avez des gens honnêtes, mais qui, sans le savoir, en réalité, participent à un système qui trahit les Français. Voilà. Donc il est quand même temps et urgent surtout, de revoir à une refonte totale. Une refonte totale du système politique, d'une réorganisation complète du système, et surtout de sa représentativité. La représentativité par l'Assemblée nationale, mais pas que. Il faut poser la question de savoir ce qu'on fait du Sénat. Il faut se poser la question de savoir comment on utilise ou on réutilise le Conseil constitutionnel. Et tout ça, ça va être développé. D'accord? Mais il semble urgent quand même, dans un esprit démocrate, évidemment, il est urgent de mettre le citoyen au cœur du système politique français. Le simple citoyen. Quand je dis simple citoyen, c'est pas péjoratif, il faut des personnes qui soient représentatives de l'ensemble, du mieux qu'on puisse le faire, de l'ensemble
de la population active, hein. Et pas que d'ailleurs, pas que. Hein, on peut avoir des retraités, on peut avoir des handicapés. Il nous faut des représentants de toutes les couches de la société. Vraiment. Ce serait honnête et ce serait un choix juste. Voilà, pour la France. Donc je disais, voilà, le simple citoyen français, l'actif, en toute honnêteté, sans esprit de carrière, puisqu'il ne pourra pas avoir un esprit de carrière, puisqu'il est là pour 5 ans ou 7 ans. Et pour une fois seulement. Donc, excite, entre guillemets, la carrière longue où je commence militant dans mon petit parti et puis je gratte les postes crescendo au fur et à mesure du temps, prenant bien soin de trahir mes copains ou d'aller là où le bon vent, j'ai envie de dire, me mène. Hein. Non, non, là, il n'y a pas d'esprit de carrière puisque ces gens-là sont là pour 5 ans et ce ne sera pas renouvelable. Voilà. Et surtout en respectant une neutralité politique absolue. Voilà. Ces gens, ce sont des gens, entre guillemets, hein, normaux. Ils sont pas encartés. Ils ont le droit d'avoir des pensées plus à gauche ou plus à droite, c'est pas le problème. Mais ces gens-là, ces futurs députés seront libres. Libres et honnêtes de penser. Ils n'auront pas en catimini, on va dire, de directives de parti. Et de toute façon, ils seront, entre guillemets, hein, surveillés pour ça. Voilà, il y aura des contrôles. Donc le peuple doit se mettre au centre de la gouvernance française, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, qui propose des lois, qui vote des lois, et ces lois, une fois votées par l'Assemblée, seront validées par le président de la nation, qui sera élu au suffrage universel, ça je l'expliquerai après, et le roi ou la reine de France, qui vont co-signer conjointement les lois qui seront votées par l'Assemblée nationale, dans un premier temps, contrôlées par le Conseil constitutionnel sur un plan juridique, et ensuite, une fois que le Conseil constitutionnel a rendu le papier, en éliminant les coquilles, en disant oui, alors là, faudra modifier cette loi si vous voulez faire passer celle-là, parce que cette loi-là peut annuler celle-ci, etc. Enfin, c'est du contrôle juridique pur, en fait, pour évaluer la faisabilité d'un projet de texte. En aucun cas, ils vont poser un veto, ils vont vouloir modifier le texte. Hein. Ça, il faut bien le comprendre. Et une fois que c'est fait, cette loi qui revient du Conseil constitutionnel, elle est définitivement validée par l'Assemblée nationale et elle part en signature par le président de la nation et le roi ou la reine. Voilà. Après, par parution au journal officiel, comme ils font, voilà, etc., etc. Donc, par le peuple, pour le peuple, il faut qu'on convienne d'une organisation plus juste, équitable et honnête. C'est le but. Donc, comme je l'ai dit, ce nouveau modèle de gouvernance, il répond à un équilibre entre le peuple, par ses députés et par le président de la nation, qui équivaut, on va dire, à un président aujourd'hui, hein, entre guillemets, en termes de fonction et de gouvernance, qui correspond au président de la République, en fait. Sauf que là, le président de la République, pour le coup, ne sera pas tout seul. Il sera obligé de composer avec le roi. Voilà, il ne sera pas en électron libre comme fait en ce moment l'actuel président qui fait un peu ce qu'il veut et qui commande un peu tout seul. Et puis voilà. Hein, c'est Louis XIV, hein, mais sans le prestige et sans le panache, évidemment. Voilà. Donc, un modèle divisé en deux parties. Donc, première partie, la représentation du peuple. Voilà. Donc, la représentation du peuple, rien de nouveau. Hein. Alors, en partant du bas, vous avez d'abord une assemblée départementale qui sera composée essentiellement par les maires du département, qui eux-mêmes sont élus par leurs concitoyens. Vous avez donc une assemblée régionale qui sera alors présidée par, en gros, le président de la région sera soumis à élection parmi tous les représentants des conseils départementaux. Donc, vous voyez, on a à la fois, c'est pyramidal, hein, à la fois on a des maires, voilà, on a une assemblée de maires au niveau départemental qui vont élire un président,
Ce président va aller à l'Assemblée régionale. Tous les présidents des départements qui siègent à l'Assemblée régionale vont élire un président de la région. Simple. Il n'y aura pas que les maires. À l'échelle départementale comme à l'échelle régionale, il y aura d'autres acteurs qui feront partie du conseil, évidemment, plutôt sur des aspects techniques, pour les conseiller ou pour donner leur avis, un avis technique. Voilà. Sur l'environnement, sur la voirie. Voilà, il peut y avoir des gens, des professionnels dans certains secteurs qui siègent au conseil départemental en tant que conseiller départemental et conseiller régional pour appuyer la faisabilité ou pas des grands projets du département ou de la région. Donc, on en a parlé, l'Assemblée régionale, l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, où siègent des citoyens qui seront tirés au sort sur une base de volontariat. Alors, on pourra faire même une vidéo complète là-dessus, tellement c'est passionnant dans les modalités, mais il y aura quand même des garde-fous. Tout le monde ne pourra pas prétendre, évidemment, à ce poste. Déjà, il faut être volontaire, et il faut être de nationalité française, avoir un casier judiciaire vierge et être, entre guillemets, apolitique, ne pas être encarté. Ça, c'est, on va dire, les 4 conditions de base. Voilà. Mais j'en parlerai évidemment plus tard. Vous avez le gouvernement, ça ne change pas. Donc ce gouvernement, il sera nommé conjointement par le roi et par le président de la nation. C'est-à-dire que si le président de la nation, un peu comme c'est le cas aujourd'hui, le président de la République dit ouais, j'ai mon pote GG là. Mon pote GG, c'est mon ami d'enfance, il est artisan coiffeur dans le 16e. Je le verrai bien ministre de la Culture. Bah là, le roi dit bah non. Déjà parce que c'est ton pote. Et en plus de ça, parce que la fonction correspond pas. Son métier correspond pas à la fonction. Alors je dis pas qu'il faut mettre des énarques partout, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Il faut un minimum, quand même, de compétences dans le domaine. Voilà. Vous voyez, par exemple, le président de la nation et le roi de France, pour le ministre de la Défense, peuvent proposer quelqu'un comme Madame Orion-Caude, qu'on connaît, que tout le monde connaît, le professeur Raoult, pourquoi pas, même s'il est un peu excentrique, ça pourrait être... c'est quelqu'un de très populaire. Le professeur Perron, enfin tous ceux, vous voyez, on est sûr que ce sont des mecs, des médecins honnêtes, hein, et sans corruption, si je puis dire. Donc, le gouvernement, lui, sera nommé à la fois, comme je l'ai dit, par le président de la nation et le roi de France. Et on va dire que le vivier principal, parce qu'il faut bien les faire travailler un petit peu, le vivier principal des membres du gouvernement, mais aussi de tous les hauts fonctionnaires qui participent à la structure de ce pays, seront essentiellement pris dans les partis politiques. Comme ça, on pourra dire, ah oui, bah, en gros, ministère de l'Éducation nationale qui sera renommé ministère de l'Instruction publique. Les gens ont l'habitude de voir quelqu'un qui est plus à gauche, etc. Alors, quand je parle de gauche ou de droite, c'est vraiment pour symboliser, parce que, à moi, à titre personnel, je m'en fous, hein, complètement. Moi, je me fous de la couleur du vélo tant que le vélo, il va dans la bonne direction. Hein. Voilà. Mais dans l'esprit des gens, voilà, l'éducation nationale ou l'instruction publique, c'est plutôt un sujet de gauche. Bon. Donc, ce serait bien de mettre une espèce de gauche modérée, hein, quelqu'un de modéré. Voilà. Les ultras, c'est pas la peine. Les ultras, c'est pas la peine. Sachez que moi, je considère que il y a une ultra gauche, il y a une extrême gauche. Pour autant, ce qu'on qualifie d'extrême droite, pour moi, pour le moment en tout cas, dans ses actions, dans ses propos, et surtout dans ses actions, hein, parce que les propos peuvent être extrêmes, pour certains, c'est une question de sensibilité, évidemment, mais c'est sur le terrain aussi qu'on voit les militants, comment ils se comportent. Moi, je vois plus d'extrême à gauche au niveau des militants, puis au niveau de la... Comment dire, au niveau de l'acceptation, en fait, hein, quand vous voyez des manifs de gauche, on voit bien des médias plutôt de droite, quand ils vont les voir, les comportements qu'il y a, et ils sont jetés, complètement jetés, insultés, crachés dessus, menacés, enfin, ça c'est extrême. Donc, moi, quand on me parle de l'extrême droite,
Moi, je veux bien voir, ok, l'extrême droite, mais enfin, expliquez-moi ce qu'il y a d'extrême. Alors, les propos peuvent être considérés comme extrêmes, comme je l'ai dit, mais là, on passe, là où on bascule dans un truc un peu de droite à une extrême droite, c'est surtout dans les actions, les modes d'action, à la fois des militants ou sous la direction des dirigeants politiques. Et là, je suis désolé, à droite, il n'y a rien d'extrême. Puisque les manifs de droite, ça se passe bien, il n'y a pas de casse. Les manifs d'extrême droite, hein. Il n'y a pas de casse, il n'y a pas de problème. Quand vous avez des journalistes qui sont en plus là pour défoncer le mouvement, hein, verbalement, hein, ils sont quand même reçus avec politesse, on les laisse faire leur travail, donc elle est où l'extrême droite là? Non. L'extrême droite d'aujourd'hui, je considère un peu que c'est un peu la droite d'il y a 30 ans, quoi. Au niveau des propos. Et je pense qu'il y a même il y a 30 ou 40 ans, la droite et même la gauche, hein, sur la question de l'immigration étaient bien plus violentes, hein, verbalement, que ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans les deux camps. Donc tout ça, c'est un peu du cinéma. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand il faut nommer un gouvernement ou des hauts fonctionnaires, ça se fasse à la fois sur la compétence, et comme ça, la droite et la gauche, soi-disant, aura, entre guillemets, euh, aura l'occasion aussi de participer, hein, puisqu'ils sont quand même représentatifs d'une partie du peuple, puisqu'il y a des gens quand même qui votent pour eux dans les communes, et il y a des gens qui votent pour eux dans les grandes élections. Donc on peut pas ne pas les... Enfin, il faut les faire travailler, ces gens-là, parce qu'ils sont représentatifs d'une partie de la population, en tout cas de ceux qui ont voté, hein, dans le passé. Donc, mais ça se fera pas, voilà, comme on voit déjà, un petit Manu qui sort du élu désigné, coopté par Attali, on appelle Monsieur Valls, machin. Non, 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 le copinage c'est fini. Voilà, c'est terminé. Et puis on a peut-être qu'il faudra aussi discuter de cette affaire de switcher entre le privé et le public aussi. Hein, parce que c'est toujours très suspect quand on passe d'une banque, d'une grande banque internationale au ministère de l'économie, hein, comme c'est le cas de notre actuel président. Comme ce serait tout autant étrange, en fait, de voir un type qui a travaillé à un poste important pour une grande industrie à l'international, hein, une grande entreprise, et qui se retrouve ministre du Transport ou ministre de l'Industrie, enfin, ministre de l'Industrie pour ce qui reste, hein, c'est-à-dire, c'est même plus un ministère, hein, c'est un quart ou un demi-ministère vu ce qui reste en industrie en France, donc le mec il a pas vraiment beaucoup de travail à faire, hein, vu qu'on est en train de détruire l'industrie française complètement. Mais voilà, il faut arrêter de donner le ministère de l'ébénisterie à un plombier. En gros, c'est ça. Voilà. Et moi, je le sais, je le vois et je l'ai vu par expérience, hein, quand j'étais dans l'armée, hein, membre du conseil supérieur de la fonction militaire et du CFMTR. Malgré que le ministre de la Défense de l'époque, il avait une petite bonhomie, il n'était pas méchant, bon, il n'avait pas l'air bien méchant, mais bon, il n'avait pas bien l'air de connaître son sujet non plus. Voilà. C'est quand même triste qu'on ait un ministre de la Défense, à l'époque ça s'appelait encore comme ça, euh, qui connaît pas l'armée. Enfin, c'est dingue. Voilà. Et encore, c'est encore une des générations, c'est la génération mai 68 encore, c'est pas la génération Macron, ça veut dire que lui, il a fait un petit peu l'armée quand même, hein, ce ministre. Ce ministre, il a dû faire, il a dû être appelé sous les drapeaux, et a priori, il a été appelé sous les drapeaux à son époque, et c'est un des rares qui s'est pas fait réformer, hein, qui a simulé une crise de nerfs au moment de la visite médicale, ou qui n'ait pas fait des magouilles avec papa ou maman pour justement ne pas faire son service militaire. Voilà. Donc, voilà. Sauf que le problème, c'est que le ministre de la Défense, nous, du point de vue d'un militaire, bah, il faudrait nommer au moins un ancien, un ex-général, même un général à la retraite, qui intègre à partie, ou pas d'ailleurs. Voilà. C'est la base, enfin, c'est la moindre des choses. Hein, qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc voilà pour le gouvernement. Je pense que bon, on va pas étaler plus, mais le gouvernement, ça se fera plus à l'arrache et ça se fera plus en mode copinage. Voilà. Et bien sûr, à la tête de la représentation du peuple, le président de la nation, élu au suffrage universel. Évidemment. Voilà. Alors, il y a une condition quand même au niveau du gouvernement. Même si tout le monde est compétent,
même si tout le monde remplit ses fonctions avec brio, il faut un minimum de ferveur patriotique. C'est pour ça qu'à gauche, ça va être compliqué de recruter des gens. Mais je pense qu'on peut être de gauche et être patriote. Il y a des sujets à gauche qui sont anti-patriotiques, et puis il y a des... Si on remet entre guillemets une espèce de gauche sociale, par exemple, ça n'empêche pas le patriotisme. Si on garde et on préserve des gens qui sont d'une gauche plutôt élitiste, idéologique, voilà, le monde des bisounours, l'universalité, la mixité, enfin tout ça, là on va avoir des problèmes. Voilà, donc il faut être juste. Donc, comme je disais, il faut être un minima patriote quand même pour être dans le gouvernement. Alors ça va être difficile de juger, de jauger de ça, évidemment. Mais bon, connaissant les partis, intégrant en parti, connaissant voilà, les personnes aussi, ils se connaissent. Donc, il y aura le président de la nation, le roi et le conseil royal auront entre guillemets des fiches entre guillemets sur des gens, voilà, en disant lui, bon bah lui il est un petit peu comme patriote, c'est plutôt une gauche sociale qui défend, il défend les ouvriers, on n'est pas dans le voilà. Donc il y a moyen quand même de trier les patates aussi. Voilà. Donc le président de la nation élu au suffrage universel, ça change pas. Voilà. Sauf que pour la petite parenthèse, j'ai dans l'idée que au niveau des grandes élections, c'est-à-dire essentiellement tous les 5 ou 7 ans, l'élection pour accéder au poste de président de la nation, que tous les partis politiques soient logés à la même enseigne. Au niveau du temps de parole, réforme des médias, au niveau de ce qu'ils appellent l'ARCOM, là, ça, il y aura des réformes là-dessus. Même si j'en parle pas dans le bouquin, mais c'est de bon sens, ça va avec la liberté d'expression, en fait. Mais surtout, il faudra qu'il y ait une équité, c'est-à-dire que ce sera l'État, en fait. L'État administrera un temps de représentativité, c'est-à-dire pour tout ce qui est question des meetings. Vous savez, le Zénith de Limoges, la salle des fêtes de Machin-sur-Vesouse, etc. Tous les candidats à l'élection, entre guillemets, présidentielle, auront le même nombre de lieux de meeting et le même temps et aux mêmes endroits, enfin, principalement dans les grandes villes, on va dire. Et c'est principalement ce qu'ils font déjà. Voilà, mais on en reparlera parce que ça ira aussi avec la réorganisation des réformes à faire sur les partis politiques eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que si l'État prend en compte le fait que tout le monde aura un meeting de 2 ou 3 heures à tel endroit, avec un planning, c'est comme le temps de parole dans les médias, donc voilà, tel gars, tel candidat, il sera à Lyon, grande salle, grand zénith, machin, à Lyon, c'est-à-dire 3, 4, 5, 6 000 places. Bon, et le petit candidat, vous savez ce qu'on appelle les petits candidats. Bon, ce petit candidat-là aura droit à sa salle de 5 000 places. Il n'aura pas besoin d'attendre des mécènes ou d'attendre des fonds qui viennent d'on ne sait où pour financer ça. Voilà, l'État logera tout le monde à la même enseigne là-dessus. Tout le monde aura le même temps de représentativité et le même temps de parole. Et ça, je pense que c'est une bonne idée. Et je pense que c'est important. Voilà pour le président et son élection. D'ailleurs, à ce titre, pour l'élection présidentielle, je pense qu'il faut préparer dans les médias, au niveau du temps de parole, il faut préparer l'élection présidentielle un an avant l'élection. Que chacun ait le temps de passer à la télévision, présenter ses idées, son programme, etc., etc. Un an pour faire pour débattre et faire des débats sur des différents sujets qui passionnent les Français, sur les principaux sujets de réforme, chacun dans ses objectifs, dans ses idées, que tout ça pour que les Français ne se retrouvent pas au pied du mur du jour au lendemain, qu'on commence à parler d'un tel ou d'un tel seulement 2 ou 3 mois avant les élections parce que les médias sont obligés de le recevoir. Voilà, je pense à des partis souverainistes qui sont déjà bannis des médias toute l'année. Donc, quand ils ont les 500 signatures, et s'ils les ont, c'est compliqué pour eux de se faire connaître et reconnaître malgré qu'ils disent des vérités absolues.
Mais c'est compliqué pour eux en 3 mois, en 2 mois. Hein, parce que vous avez tout le reste de l'année, vous avez tous les grands personnages politiques qui prennent 80% de l'espace médiatique. Et c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Voilà, donc c'est injuste. Et il faut plus d'équité là-dessus aussi. Voilà, donc il y a une réforme sur les médias à faire. Voilà, terminé pour ça. Parlons du Conseil constitutionnel. Alors, il sera réorganisé en Conseil de contrôle juridique. Il sera essentiellement composé de juristes qui auront pour mission de contrôler juridiquement et on va dire sémantiquement la faisabilité et la cohérence des lois proposées ou des lois à abroger par l'Assemblée nationale. Il pourra émettre un avis, il pourra émettre des conseils et des orientations juridiques. Pas plus. Le Conseil constitutionnel ne participe pas au vote des lois, mais donne son avis. Un avis juridique. Et il effectue un travail purement, je viens de le dire, un travail purement juridique. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Sauf que on pourrait peut-être on pourrait rajouter aussi que tous ces juristes ne soient pas politisés non plus. Donc ce sont des professionnels, mais qui ne font pas partie d'un parti. Désolé pour la répétition. Ça semble logique. Même si c'est pas si grave, puisqu'ils peuvent seulement aviser, mais pas mettre un veto. Ou, voilà. Mais c'est important que tous les membres, l'essentiel des structures étatiques, on va dire permanentes, soient apolitiques. Puisque là, c'est purement juridique. Hein, donc, voilà. Le Sénat, dissolution du Sénat, parce que malgré mes recherches et malgré que j'ai bien compris à quoi il sert, en réalité, je me demande encore à quoi il sert. Voilà, on a l'impression que ça ressemble plus à une maison de retraite pour vieux députés ou vieux politiques. Puis en fait, ils servent à rien. Voilà, moi je trouve qu'ils servent à rien. On rajoute une couche de complexité, en fait, lorsqu'il faut voter, lorsqu'il faut décider. Voilà. Donc moi je suis d'avis de dissoudre le Sénat et de mettre ces gens-là à la retraite. En tout cas pour ceux qui ont plus de 63 ans, évidemment. Parce qu'on a des gens quand même qui sont d'accord avec le principe qu'il faut pousser la retraite des actifs, donc du travailleur lambda, hein, qui travaille dans un secrétariat ou qui soit sous les toitures, sur les toitures, été comme hiver. On est quand même pas dans les mêmes conditions de travail. Et il y a des types comme ça, là, hein, qui ont largement dépassé les 75 ou les 80 ans, qui décident que ces gens-là doivent partir à 62, 63, 64, 65 ans, enfin. Donc moi, ce que je propose, c'est que le Sénat, tous ceux qui dépassent l'âge de 63 ans soient mis à la retraite. À bon entendeur. Et tous ceux qui ne dépassent pas cet âge-là soient réorientés dans une fonction d'État, tout en respectant les critères de tout à l'heure, évidemment. Donc l'objectif de cette restructuration, quand même, ça vise à simplifier une partie du millefeuille administratif. Ça simplifie aussi la compréhension de la gouvernance vis-à-vis du simple citoyen que je suis, donc vis-à-vis d'un grand nombre de gens en France qui, certes, on n'est pas des villes, on comprend les choses, mais ils ont tendance à tout complexifier volontairement pour qu'on comprenne rien. Et c'est ça le problème. Il y a peut-être même un travail colossal à faire sur la rédaction des lois. Parce que vous connaissez l'adage, nul n'est censé ignorer la loi, sauf que quand vous regardez la loi, c'est incompréhensible. Voilà. Donc peut-être que on devrait adapter la loi dans un langage, entre guillemets, plus familier, en tout cas plus compréhensible par l'essentiel des gens. Alors, c'est pas non plus insultant envers le peuple, ce que je dis là, c'est une réalité. Ouvrez le code pénal, ouvrez tous les textes de loi que vous voulez, oui, c'est imbuvable. Imbuvable. Et vous avez des textes entiers qui vous expliquent en fait que dans le texte, on dit rien de spécial, on fait juste référence à d'autres textes, L, 609-le machin, du décret. C'est imbuvable. Voilà. Donc il faudrait simplifier ça. En tout cas, donner entre guillemets, réécrire les tables de la loi pour que celle-ci soit accessible à tous.
On peut garder la loi comme elle est, mais il faut traduire, en fait. Voilà, tout simplement. Alors, si à chaque fois vous ouvrez le code, vous ouvrez un bouquin de loi, code du commerce, le code du travail, etc., etc., et qu'il vous faut un copain juriste ou que faut appeler votre avocat pour décrypter tout ça, ça devient un peu chiant quand même, à force. Voilà. Donc en fait, voilà ce qu'on peut appeler une partie du millefeuille administratif, ça permet de supprimer, de réorienter, euh, de réorienter des, des agents de l'État, hein, euh, pour des choses plus utiles, tout simplement. Voilà. C'est comme certains organismes départementaux et régionaux, on en parlera un peu plus tard dans les réformes. Là, c'est pareil. On rajoute des couches de décisions à des décisions. C'est absurde. C'est absurde. Donc moi, je suis d'avis que on supprime des trucs comme l'ARS, les Comcom, enfin voilà. Voilà. Les régions, les départements et les mairies doivent retrouver ou acquérir davantage de pouvoir. Voilà. Comme tout à l'heure, si on reprend l'adage, qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Alors je fais pas de la pub pour Renault, hein, évidemment, hein, c'est parce que c'est une publicité assez connue. Bon bah qui mieux que le maire d'une commune peut veiller à sa commune? Il est auprès de ses citoyens, c'est le thermomètre de ses citoyens, le maire. Voilà. Pareil, donc c'est pour ça que le maire, faut qu'il soit intégré au conseil départemental et au conseil régional. Dans un système pareil, pyramidal, de tuilage par élection, etc. C'est du bon sens. Voilà. Il faut arrêter de mettre des fonctionnaires partout qui vont décider que oui, mais non, machin. Enfin, voilà, donc il faut restructurer tout ça. Voilà, donc je rappelle, hein, pour finir cette vidéo qui nous parle de la représentation populaire, la représentation du peuple, c'est plutôt assez simple, assez clair. Et l'objectif de ça, comme je l'ai dit, c'est de supprimer un petit peu, de réorienter le millefeuille, ou de supprimer une partie du millefeuille administratif français, de garder les choses utiles et de se débarrasser des choses inutiles. Et c'est surtout d'apporter plus de clarté et de compréhension à monsieur et madame tout le monde. Voilà. Et pour finir, le noyau dur quand même, le plus important, le noyau dur de cette présentation sur la représentation populaire, bah, c'est l'Assemblée nationale. Voilà. Avec un peuple au cœur, un peuple représentatif, représenté et au cœur du système décisionnaire. Et je pense que ça c'est le point majeur, c'est vraiment le point clé de cette restructuration. Voilà, j'en ai terminé pour la première partie. Je vous souhaite une bonne journée.